Bonjour, chers participants, ou bonsoir, comme a dit Jean-Michel. Bienvenue à ce séminaire et merci à ces teams internationales de nous avoir donné cette opportunité de partage solidaire en cette conjoncture particulière. L'humanité, toute l'humanité, s'organise pour s'en sortir en ces moments de crise, en attendant de se repenser. Le monde des affaires fait de même par conséquent. Certains webinaires précédents ont traité du sujet de la crise elle-même, comment faire face à la crise, comment remettre les gens au travail, après avec le déconfinement, comment s'en sortir, ou de quoi sera fait le futur, particulièrement en termes de leadership. Aujourd'hui, j'ai choisi de manière tout à fait complémentaire de donner un webinaire pour renforcer votre sensibilité au fait qu'une bonne pratique de leadership doit de manière continue préparer l'organisation et les individus aux changements, ces changements qui sont de causes de plus en plus diverses et dont la fréquence et l'amplitude sont de moins en moins prévisibles. Cette préparation nécessite une approche stratégique et donc holistique, c'est-à-dire tous les aspects doivent être traités, doivent être considérés pour bien définir la nature du changement, bien comprendre l'environnement dans lequel nous faisons affaire et la dynamique des organisations, comment elle évolue sous les influences de cet environnement. Comme le domaine est très vaste, aujourd'hui, nous allons nous concentrer sur des compétences clés qu'il faut absolument maîtriser pour une bonne pratique de leadership, de changement stratégique organisationnel. Ce ne sont pas les seules compétences, mais ce sont des compétences jugées assez importantes pour être en permanence et de manière continue évaluées et éventuellement développées. Ces compétences que je vais vous exposer, ces compétences peuvent vous guider à la fois pour évaluer le degré de préparation de votre organisation, est-ce que vous êtes prêt à entamer le changement envisagé, et pour évaluer aussi vos compétences de leadership pour la conduite de ce changement que vous envisagez. Et pour finir, nous évoquerons quelques perspectives d'analyse qui contribuent à l'efficience de ces compétences, de la pratique de ces compétences. Le contenu est, comme vous le voyez, présenté en deux parties. Une première partie que nous survolerons très rapidement nous permettra de planter le décor en introduisant quelques concepts que vous connaissez peut-être déjà, tels que la conduite du changement, le leadership et ses principaux challenges stratégiques, la dynamique organisationnelle de l'environnement et l'environnement des affaires. Cela nous éclairera sur le contexte dans lequel s'appliquent ces compétences dont on va parler et que nous aborderons dans la deuxième partie. Alors, il y a beaucoup de matière, on va essayer d'aller vite, on va aller vite à la manière allemande, Heil mit Weil. Il faut se dépêcher doucement. Qu'est-ce que la gestion du changement? Il y a deux niveaux, on ne simplifie pas trop, il y a deux niveaux au niveau du projet. La gestion du changement est l'application de processus structurés et d'un ensemble d'outils pour diriger le côté humain du changement afin d'atteindre les résultats souhaités. C'est une bonne définition de ProSci quand il s'agit elle est centrée sur l'humain. L'objectif ultime, c'est de maximiser les bénéfices du changement en mobilisant les ressources pour une adoption maximale du changement et une utilisation maximale des résultats du changement. Par contre, au niveau organisationnel, c'est une capacité stratégique développée pour accroître la capacité de changement réactif ou actif ou proactif de l'organisation. C'est une capacité de l'organisation elle-même et pour accroître l'agilité organisationnelle.
simplifier, l'agilité organisationnelle. Une organisation agile, c'est une organisation qui est stable, qui s'adapte très vite. Elle est stable et s'adapte très vite. Ça, c'est, à mes yeux, la meilleure définition. C'est la définition de McKinsey, le groupe de consulting. Alors, qu'est-ce que le changement? Bon, il y a deux aspects. À l'extrême, il y a la transformation, c'est inventer de futurs modèles d'affaires et tirer parti des différentes technologies pour réaliser les stratégies d'affaires. Là, c'est à haut niveau, c'est assez stratégique et ça touche les intentions de l'organisation elle-même, vers quoi elle veut s'orienter, éventuellement pour se battre dans une économie digitale, par exemple. Le développement, c'est ce qu'on appelle communément l'amélioration continue, c'est un développement linéaire plutôt, c'est améliorer l'existant en faisant la même chose qu'on fait, mais de manière plus rapide, mieux et moins chère. Et puis maximiser l'adoption et l'utilisation des améliorations. Alors, on est dans deux éléments, deux approches ou deux situations complètement différentes qui exigent des préparations complètement différentes, bien sûr. Et si on ne fait pas la différence entre développement et transformation, on pourrait éventuellement partir dans une direction qu'on n'est pas capable d'assumer. Qu'est-ce que la gestion du changement? Bon, c'est un levier de retour d'investissement en développement ou en transformation des affaires. Une étude de ProSci ayant porté sur 650 entreprises a montré que la grande majorité des entreprises met jusqu'à 12,5% du budget du projet dans la gestion du changement. Parce que la gestion du changement, et ça, c'est en dehors du budget alloué à la formation qui elle-même est un des outils ou un des livrables de la gestion du changement. Et ça peut améliorer jusqu'à 6 fois nos chances de réaliser les objectifs. Alors, ce n'est pas une dépense, c'est un investissement sérieux pour, excusez, j'ai la souris un peu nerveuse. Alors, jusqu'à 6 fois, donc plus de chances pour réaliser les objectifs. Une étude de McKinsey a démontré que 65% à 70% des projets de changement n'atteignent pas les objectifs d'affaires prévus à cause d'une préparation insuffisante de l'organisation au changement. Monsieur Saladin, oui? Faites attention, on voit les sous-titres en bas. Si vous pouvez faire disparaître ce message pour tout le monde, c'est plus facile pour nous. Je vous remercie. C'est bon comme ça? C'est parfait, je vous remercie. Et une autre étude Forbes, faite en 2012 et qui est toujours pertinente, sur 10 bonnes stratégies. 9 échouent à cause d'une mauvaise exécution de la stratégie. Les stratégies sont bonnes, mais leur exécution n'est pas bonne. Et ça donne 9 échecs sur 10 sur le plan des changements stratégiques. Qu'en est-il? D'un côté, on a la gestion du changement et la gestion du projet, à ne pas confondre. Ce sont deux activités ou deux disciplines complètement différentes, mais très complémentaires. D'un côté, on a le changement pour lequel on a défini une approche, un scope, on a défini des étapes pour le réaliser. Dans chaque étape, il y a des livrables. Ces livrables livrent des résultats intermédiaires ou finaux, évalués. Ces tâches sont assignées à des personnes spécifiques ou à des groupes. Et on a un plan de projet. De l'autre côté, on a les activités de gestion du changement qui, elles, s'assurent que le changement est le bon changement et c'est le bon moment de procéder au changement. L'organisation est prête ou les membres le leadership est prêt aussi ou non. Qu'est-ce qu'il faut éventuellement acquérir comme expertise? Quelle formation il faut donner aux gens pour participer au changement et pour être capable d'utiliser les résultats du changement pour maximiser le retour d'investissement? Les deux activités, même si elles sont spécifiques, finissent par se retrouver dans un même plan intégré.
de la gestion de la transformation ou du développement. Dans quel contexte on travaille? On fait de la gestion du changement. Bon, il y a l'environnement des affaires qu'on appelle l'environnement VUCA. L'environnement des affaires subit des tendances très lourdes au niveau global. On a la combinaison des ruptures technologiques, fréquence et ampleur et amplitude. Régulièrement, il y a de nouvelles technologies qui s'en viennent, qui déclenchent elles-mêmes d'autres innovations, et on est souvent amené à suivre ce rythme d'innovation qui s'accélère de plus en plus et à faire face à des ruptures technologiques parfois qui nous amènent à nous remettre complètement en cause. La croissance rapide des marchés émergents, il y a les marchés traditionnellement avancés, puis il y a l'émergence d'autres marchés qui se battent pour le même part de gâteau, avoir plus d'affaires, avoir plus de revenus et prendre plus de place dans le contexte global. Il y a le vieillissement généralisé de la population et le recul de la natalité. Mine de rien, ça concerne aussi l'Afrique. On parle de l'Afrique jeune et ainsi de suite, mais la population est jeune, mais la réalité est tout autre, c'est qu'il y a une baisse de natalité même en Afrique, et c'est une baisse de natalité qui marque l'évolution de la population dans le monde entier, ce qui change complètement la configuration des besoins et des besoins en technologie, en outils et en services. L'urbanisation est galopante. Les campagnes se vident au profit des villes qui s'urbanisent de plus en plus et qui nécessitent de nouveaux services, de nouvelles technologies, et ainsi de suite. Il y a la crise environnementale qui pousse notamment à l'économie verte, à utiliser de nouvelles technologies, à respecter certaines règles, certains principes. Comme, disons, configuration globale, on sent qu'il y a un mouvement du centre de gravité économique qui se déplace de l'Occident, pour simplifier, donc des pays avancés traditionnellement, vers l'Ouest, vers le Moyen-Orient, vers l'extrême-orient et l'Asie du Sud-Est d'une manière générale. Et ce mouvement fait que le centre de gravité n'est plus entre, en disant, Atlantique, mais il est du côté du Pacifique. Et puis, le tout, grâce à cette globalisation et le développement des multinationales, des transnationales, les États eux-mêmes voient leur pouvoir diluer. À partir de là, ils donnent moins de protection, moins de protectionnisme, bien que ça soit remis en cause par certaines politiques actuellement. Mais c'est ça la tendance actuelle. Et ça fait que le monde des affaires dans lequel on travaille, dans lequel on pratique notre leadership, c'est un monde caractérisé par l'acronyme VUCA, qui veut dire que tout est volatile, incertain, une grande complexité et une grande ambiguïté. Alors, gérer et pratiquer votre leadership dans un monde qui se caractérise par ces acronymes. Très difficile de naviguer, mais il faut naviguer. De toute façon, on ne peut pas baisser les bras. Le slogan qui disait think locally, think globally and act locally, qui était un slogan perçu comme un slogan à l'époque, est très vrai, c'est une réalité actuellement. Il faut penser globalement et pour mieux agir localement. La dynamique des organisations, les organisations elles-mêmes subissent des tendances assez lourdes qui transforment leurs caractéristiques. On passe de structures pyramidales avec beaucoup de niveaux hiérarchiques jusqu'à la base, vers des structures beaucoup plus aplaties, moins hiérarchisées, qui sont organisées en réseau dans la mesure où il y a beaucoup plus de collaboration horizontale, transfonctionnelle. Alors, j'avais dit, je parlais de l'évolution
des caractéristiques des organisations. Elles sont de plus en plus aplaties, très diversifiées au point de vue cognitif et professionnel, sont plus globales ou influencées globalement, plus inclusives. Plus de gens participent, que ce soit aux prises de décision ou en discussion des intentions de l'organisation. Et les modèles d'affaires et les nouveaux produits, leur cycle de l'innovation jusqu'à la mise en marché, sont de plus en plus courts. La dynamique, ces organisations sont des systèmes ouverts. Un système ouvert, c'est un système ouvert sur son environnement qui est caractérisé par des cycles d'intrants, transformation interne, extrants et livraison à l'extérieur, et feedback ou rétroaction du marché qui nous revient pour nous réajuster. Cette connexion avec l'environnement que nous devons surveiller de manière continue, analyser, nous permet d'avoir de l'information qui peut influencer, impacter nos facteurs transformationnels, c'est-à-dire des facteurs tels que la vision, la mission, la stratégie, le leadership, la culture d'entreprise, par exemple, qui peut nous amener à nous transformer complètement, ou ça peut impacter les facteurs transactionnels qui influencent notre mode d'opération et comment on livre notre valeur sur le marché. J'aime bien cette représentation où tout est lié, vous voyez que tout est dépendant. Considérez que tous ces liens, c'est une image que j'utilise, comme des élastiques. Si je tire sur un des modules ou des domaines, fatalement, avec l'élastique, le phénomène élastique, je tire sur tout le reste. Donc, tout est interdépendant. Il faut avoir une approche holistique de l'organisation pour bien comprendre ce qu'il faut faire, comment il faut le faire et quels sont les impacts et les liens de cause à effet de ces impacts sur l'organisation si on se prépare à une transformation ou on est en cours de transformation. Optimiser au niveau d'un de ces éléments tout seulement n'est pas une optimisation au sens de l'organisation, c'est une maximisation locale, mais qui peut éventuellement nous éloigner de l'optimisation de l'organisation. Il s'agit souvent de transférer des problèmes internes à des problèmes vers les frontières de nos responsabilités. Alors, cette combinaison, la dynamique organisationnelle qui se complexifie de plus en plus, l'environnement dans lequel nous faisons affaire, qui est VUCA, volatile, incertain, de grande complexité et ambiguïté, est-ce que ce type d'environnement va durer? Bon, la réponse est évidente, oui, il va durer et ça va s'amplifier ou s'aggraver, dans le sens où ces quatre lettres deviendront de plus en plus importantes. Est-ce que notre organisation a les compétences requises pour faire face au changement continu? C'est une question que nous devons nous poser, pas quand on est face à une crise, mais pour se préparer à tout changement possible et éventuel, quelle que soit son ampleur, parce qu'on ne peut plus prévoir quoi que ce soit. Bon, le cas de Covid, c'est exceptionnel, mais on peut avoir d'autres éléments ayant des impacts aussi importants. Alors, le leadership dans un monde VUCA est une exigence absolue pour faire quoi que ce soit de durable. Sustainability, c'est le mot d'ordre. Quelles caractéristiques du leadership, du changement stratégique organisationnel lui-même? Le leadership est la capacité d'un individu à influencer ou conduire d'autres individus ou organisations dans le but d'atteindre collectivement certains objectifs. On parle d'un leadership qui se pratique dans un système social intentionnel. C'est un système social, ça veut dire qu'il y a un ensemble d'individus avec des ressources. C'est une organisation, c'est un système social qui interagit, qui collabore éventuellement, qui doit collaborer dans la réalisation d'objectifs
qu'il faut atteindre collectivement. Il y a une intention, il est intentionnel. Ce type de leadership dont on parle ici, il n'est pas relié à un titre, ou à un niveau hiérarchique, ou à un niveau de salaire. Il y a beaucoup de confusion là quand quand les gens parlent de leadership. Ils pointent le doigt vers le haut, systématiquement, c'est en haut que ça se passe. Non, la pratique de leadership, ou le leadership est diffus dans toute l'organisation. Chaque individu développe ou pratique son leadership ou pas. Et il n'est pas continu, il est situationnel. Ça veut dire qu'à chaque fois, le leader doit développer des situations de leadership, c'est-à-dire déterminer des challenges, mobiliser les gens autour de ce challenge, leur donner les ressources qu'il faut, la motivation qu'il faut, le soutien qu'il faut, et les organiser pour réaliser les objectifs collectivement. Une fois que ça s'est fait et c'est mis en place, le leader doit aller créer une nouvelle situation de leadership et passer de situation de leadership à une situation de leadership. C'est-à-dire qu'on n'est pas leader de manière continue. On est leader parce qu'il y a des situations de leadership. Autrement, on n'est pas leader, on est manager, on est chef de service, on est chef de ceci ou cela. Mais le leadership, il y a des conditions, il faut créer des situations de leadership. Et il est distribué dans toute l'organisation, dans la mesure où il n'est pas relié à un titre ou à une hiérarchie ou à un salaire. Il est diffus dans toute l'organisation et sa distribution au sein de l'organisation, il est important de la connaître pour pouvoir agir sur cette organisation. Une bonne pratique de leadership, c'est celle qui développe d'autres leaders. C'est l'essentiel de notre rôle dans la pratique du leadership, c'est de développer le leadership des autres. Le leadership, il faut qu'ils soient capables, il faut les former, leur donner la connaissance, les habilités qu'il faut, les responsabiliser par rapport à des missions qu'on a bien déléguées de la bonne façon, on leur a donné le support pour qu'ils connaissent le succès dans ce qu'ils font. Et plus on forme de leaders, et mieux c'est, et mieux est notre pratique de leadership et notre efficacité aussi, ou productivité personnelle. Il est effectif quand il fait la différence pour la viabilité du système, la durabilité du système. Le système, c'est l'organisation, ce fameux système social intentionnel. C'est quoi les challenges? Dans des exemples de challenges de leadership, il faut évaluer et développer continuellement les compétences nécessaires pour une adaptation rapide. Une petite image ici, nous avons le laitier ici en bas qui a une 2 chevaux avec laquelle il collecte son lait et le distribue. Puis il décide de participer au rallye des sables dans le désert avec sa 2 chevaux. Il y a 2 préparations qui doivent être faites. La 2 chevaux est préparée pour être capable de participer à ce genre de rallye des sables, et le laitier lui-même qui doit se préparer pour piloter cet engin dans les conditions d'un rallye dans le sable. On peut faire une analogie avec les organisations. La 2 chevaux, c'est l'organisation, et le laitier, c'est le leader ou le leadership d'une manière générale. Donc, il faut une préparation des 2. Autrement, ça ne sert à rien. Ce n'est pas efficace. Un autre challenge du leadership, gérer le présent tout en préparant le futur. Très important. On gère le présent, on optimise le présent en se délestant le plus rapidement possible des mauvaises pratiques, des mauvais processus, des mauvaises technologies qui sont obsolètes, dépassées, qui nous empêchent de réaliser de meilleures performances. On optimise le présent et on dégage des efforts et des moyens pour préparer le futur. Il faut absolument avoir toujours un regard, un point de mire vers le futur. Dans les joueurs de football ou de soccer, même de hockey, les meilleurs joueurs, ce ne sont pas ceux qui sont à côté du ballon, qui se trouvent tout le temps à côté du ballon, sont ceux qui se placent là où devrait aller le ballon.
Et c'est ça, le rôle du leadership, c'est de savoir vers où le ballon devrait aller. Alors, il faut des compétences pour se donner cette capacité de se préparer au changement stratégique et conduire le changement stratégique. On va parler de ces fameuses compétences. Elles ne sont pas exclusives, il n'y a pas que ces 4 compétences, mais ces 4 compétences sont jugées comme fondamentales par pas mal de modèles, que ce soit du MIT ou de Harvard. Ces compétences, vous en avez pas, vous les avez à moitié ou en cours de développement, vous allez voir. C'est créer du sens, sense making, on va voir ce que c'est, développer le relationnel, se doter d'une vision, to envision, et se réinventer, to invent. Alors, la première compétence, créer du sens ou sense-making, la création du sens est le processus par lequel les gens donnent du sens un sens à leurs expériences collectives. Il est défini comme le développement rétrospectif continu d'images plausibles qui rationalisent ce que font les gens. Un des éléments qui contribue le plus à la motivation des gens, les milléniaux renforcent cette idée, quand on donne du travail aux gens, il faut que ça ait du sens, que ça fasse du sens. Si on ne leur donne pas du sens, c'est-à-dire ce qu'ils font est utile à quoi, ils contribuent à quoi, dans une cartographie de liens de cause à effet, comment il est lié à l'objectif final ou l'intention de l'organisation pour qu'ils se sentent utiles et qu'ils puissent prendre des initiatives là où ils sont et donc développer leur leadership, pratique de leadership. S'il n'y a pas ce sens, vers où on va, vers où l'organisation va, le groupe va, le leadership ne peut pas se développer. C'est la capacité personnelle et organisationnelle de lire et de comprendre. On a dit tout à l'heure que l'organisation, c'est un système ouvert. Il faut se poser la question, non seulement est-ce qu'il est ouvert, mais est-ce qu'il est proactif ou non pour agir sur son environnement. Et là, l'idée, c'est que l'organisation et le leadership doivent scruter son environnement, l'analyser en permanence. On parle de veille technologique, mais on parle de tout ce qui peut influencer le politique, l'économique, le technologique, le social, le légal. Tous ces éléments doivent être observés. On doit décortiquer, décrypter l'information, comprendre ce qui intéresse et qui peut impacter notre organisation ou notre système, en faire la traduction de manière spécifique à l'organisation, il faut décrypter et puis traduire, comme un modem, puis communiquer et expliquer l'information, même au risque de déplaire. Et c'est là que se joue le leadership. Et puis, il faut agir. Si on communique, on explique, on cartographie l'information en chaîne de liens de cause à effet, en impact, et que ça nous amène à nous remettre en cause, c'est bon. Mais si on n'agit pas en conséquence, ça ne sert à rien, ce n'est pas efficace du tout, ce n'est pas créer du sens. Okay, et régulièrement se mettre à jour parce que le monde VUCA évolue très très vite, localement, globalement, et les changements globaux peuvent influencer localement ce que nous faisons. J'ai souvent expliqué à nos amis des pays du tiers-monde notamment qui se croient à l'abri d'eux parce que ce VUCA est ailleurs. Non, c'est pas vrai. Une décision au niveau européen, par exemple, la communauté européenne, au niveau du WTO et ainsi de suite, qui
au niveau réglementation, au niveau exigence environnementale ou autre, peut impacter votre façon de faire votre travail au fin fond d'une région de votre pays. Donc, ça concerne tout le monde. Cette compétence permet de se doter d'une carte de navigation. C'est, si on n'est pas capable de créer du sens, de faire du sens de nos situations et ainsi de suite, si on est confronté à une crise soudaine, il faut donner des réponses rapides. Le leadership peut être figé complètement et l'organisation, et par conséquent, tous les membres de cette organisation peuvent être gelés face à cette crise et ne pas savoir réagir. Mais quand on a un moyen de naviguer, ça nous permet de reprendre confiance et de nous mobiliser, de collaborer. J'ai une petite anecdote à ce sujet-là. Un petit bataillon espagnol est allé en Autriche pour s'entraîner dans les montagnes, dans la neige et le froid, le climat hivernal rugueux, pour développer des compétences. Puis ils ont été pris par une tempête exceptionnelle, ils se sont perdus et finalement ils ont trouvé un abri où ils pouvaient enfin échanger. Échanger sur quoi? Quoi faire? Il faut bien sortir de cette situation. Ils ont fouillé un peu leurs outils, leurs sacoches. Ils ont trouvé une carte de montagne, une carte militaire. Et puis ils se sont dit, bon voilà, on va aller chercher tel endroit qui nous permettra, c'est un petit village qui est mentionné, qui nous permettra de nous mettre à l'abri, de sortir de cette situation. Et alors ils se sont organisés, sachant bien qu'il y avait une direction et puis un espoir, et ils sont allés, ils ont marché, puis à un moment donné, ils sont tombés sur un village. Pour se rendre compte après que le village n'était pas le village qu'ils voulaient, et se rendre compte que la carte qu'ils avaient n'était pas la bonne carte de la bonne montagne. Alors, la morale peut-être, c'est il vaut mieux avoir une mauvaise carte ou une carte incomplète que ne pas avoir de carte du tout, parce que c'est grâce à cette carte, l'existence de cette carte, qu'il y a eu l'espoir et donc le courage et la mobilisation pour sortir de l'abri et puis aller chercher une solution plus durable. Créer du sens permet de développer l'agilité organisationnelle, on sait vers où on va, qu'est-ce qui s'en vient, de quoi est fait l'environnement. Ça constitue un levier très puissant pour la productivité personnelle et organisationnelle. Quand je me lève et je vais au travail, j'ai le sens vers où on va. Je peux prendre des initiatives sans revenir vers mon chef ou le sous-chef. Je sais qu'est-ce qu'il faut que je fasse comme action. Je peux établir un niveau de priorité dans le cadre de ce qui m'a été délégué, et ainsi de suite. Mais s'il n'y a pas de sens, mon leadership ne peut pas se développer et donc ma productivité personnelle ne peut qu'en souffrir. Et le développement de leadership, c'est ça. Si je ne peux pas prendre d'initiative parce que je n'ai aucune information, tout ce que j'ai à faire ne fait pas de sens pour moi, je ne peux qu'attendre les instructions et exécuter. Et ça renforce la capacité de résilience. Le cas de Covid, par exemple, on a vu qu'au niveau des États eux-mêmes, certains sont sortis mieux que d'autres. Et ça, c'est grâce au fait qu'il y a des institutions, des scientifiques, des instituts qui font des analyses, et que ce soit économiques ou autres. Il y a des universités, il y a des compétences dans certains départements ministériels éventuellement, et ça permet de générer l'information, de comprendre très vite de modéliser la situation et de communiquer l'information aux politiciens qui doivent prendre des décisions à caractère politique, qu'on se confine ou pas, qu'est-ce qu'on doit faire, c'est quoi les priorités, et ainsi de suite. En dehors, si c'est le pays qui est une organisation, qui est lui-même une organisation, n'est pas capable de créer du sens, sense-making de la situation, n'est pas capable de naviguer, de prendre des décisions,
de faire les ajustements au fur et à mesure des résultats et ainsi de suite. On a vu aussi qu'au niveau de la chaîne des approvisionnements, tout le monde était perdu. Même les organisations, les entreprises, elles savent ce qu'elles ont comme stock disponible, stock de sécurité ou stock outil. Elles savent ce qui peut être livré à court terme par leurs fournisseurs, mais pour le rétablissement de la situation, elles doivent savoir encore plus, analyser plus, se faire du sens par rapport à cause de l'outsourcing, l'offshoring, délocalisation et ainsi de suite. C'est des chaînes de fournisseurs qui sont en arrière d'un fournisseur. Notre fournisseur se fait fournir par d'autres fournisseurs qui sont de différentes localisations, qui eux-mêmes doivent se faire fournir en matière première de quelque part. Pour se faire un sens de la situation, il faut non seulement comprendre la situation de notre fournisseur direct, mais se faire une idée de la situation pour les autres fournisseurs qui nous fournissent. Comment va l'épidémie dans ces pays ou dans ces régions, quelles sont les décisions gouvernementales locales pour déconfiner ou non, quand la production va se débloquer. C'est ça, faire du sens. Et à partir de là, on peut se planifier. On ferme, on sursoit, on produit prioritairement certaines choses et en attendant de pouvoir se réapprovisionner et ainsi de suite. Alors, ça renforce la capacité de résilience. Et ça doit se faire de manière continue, de manière proactive. Pas au moment de la crise, on se retrouve face nez à nez au néant parce qu'on n'a aucune idée, on n'a aucun sens de ce qui se passe. Le relationnel, comme deuxième compétence clé, je dois aller un peu plus vite, n'est-ce pas? Mais bon... Le relationnel, c'est la capacité à créer des liens. Ça semble banal, mais c'est fondamental. Ça permet de faire avancer des choses par le biais d'autres personnes. Et c'est par le relationnel qu'on arrive à faire les choses. Comprendre les réseaux et le positionnement des uns et des autres dans ces réseaux. Il y a des réseaux dans l'organisation, par exemple, au sein de l'organisation. Nous avons la structure organisationnelle qui est un réseau elle-même, formel, mais derrière ça, il y a d'autres réseaux qui influencent l'efficacité ou la manière dont se prennent certaines décisions, la manière dont certains résistent ou déterminent des directions que peut prendre l'organisation. Par exemple, le réseau de compétences nous permet de voir qui connecte avec qui pour demander des conseils purement techniques ou de savoir. Et ces réseaux nous donnent une espèce de toile d'araignée où il y a des nœuds. Le directeur de l'ingénierie a beaucoup de liens avec différents éléments. Il est au centre de certains. C'est un nœud dans le réseau, et d'autres personnes, c'est éventuellement les ressources humaines et ainsi de suite. Et on se dit, bon, ce gars-là qui a la compétence, qui a telle compétence, est au nœud du réseau technique. Mais si on fait une analyse d'un réseau à caractère social, qui communique avec qui sur le plan personnel pour demander un conseil personnel, pour demander un service de manière informelle pour débloquer une situation ou telle autre, on trouve qu'il y a d'autres nœuds. Et éventuellement, dans ce deuxième réseau, peut-être que ceux qui étaient des nœuds centraux dans le premier réseau technique se trouvent complètement à l'extérieur. Alors, dépendamment de la situation, si on veut constituer des comités pour faire avancer une transformation ou pour lutter contre la résistance de certains et ainsi de suite, il faut comprendre cette dynamique et tous ces réseaux qui sont sous-jacents
la structure organisationnelle elle-même. Et ils sont souvent plus déterminants que la structure formelle. Il faut faire preuve d'empathie envers les autres. Il faut savoir ce qui est important pour les gens. Le relationnel, c'est fondamentalement ça. Et dire ce qui est important pour vous. Non seulement vous intéresser aux autres, mais intéresser les autres à ce que vous pensez, à ce que vous envisagez de faire et avoir leur feedback par rapport à ça. Les caractéristiques fondamentales de ce relationnel, c'est se soucier des autres, de leurs intérêts, se soucier de leur monde, ce qu'est leur monde de leur point de vue, partager ses pensées et ses points de vue et argumenter en leur faveur. Plus vous exposez ce que vous avez l'intention de faire, plus vous êtes challengé et mieux vous affinez votre argumentation en faveur de ce que vous voulez faire et éventuellement faire des ajustements. Alors, réseauter comme une activité naturelle, c'est fondamental. Ce n'est pas le réseautage au sens networking organisé où on organise des événements pour que les gens se rencontrent et qu'ils échangent des cartes. Il faut réseauter naturellement. Réseauter naturellement. La machine à café dans une entreprise, c'est un endroit de réseautage naturel. Aller à un forum international ou local, c'est une opportunité de réseauter, de développer du relationnel. Participer à des séminaires, c'est la même chose. C'est toutes les situations naturelles où on rencontre des gens et on échange avec ces gens. Puis, il faut développer toujours le réflexe d'aider. Quand on communique avec les gens, il y a une sincérité, une transparence. Si on peut aider pour quelque chose, on le montre. Les sphères du relationnel, c'est mon groupe dans mon organisation, mon département, ma division, notre organisation au complet, l'environnement de mon organisation. Il y a des réseaux qui démontrent que certaines organisations sont beaucoup plus isolées, moins réseautées que d'autres, à travers le relationnel que développe ou ne développe pas le leadership. Et dans la vie, dans le monde. Vous savez, quand les fumeurs se dirigent vers la place où il est autorisé de fumer et qu'ils fument une cigarette et qu'ils discutent, il y a beaucoup d'échanges et de relationnels qui se développent, mine de rien. C'est un relationnel naturel. Henry Mintzberg, qui est un gourou de management canadien de l'Université de McGill, Montréal, il dit que les entrepreneurs et exécutifs qui ont une bonne pratique de leadership passent environ 80% de leur temps et de leur journée de travail à développer du relationnel, tenir des conversations. Il appelle ça du management by walking around, la gestion par gérer en marchant et en faisant en se promenant dans l'organisation éventuellement. Tenir des conversations informelles avec des personnes de différentes fonctions de l'organisation, développer des contacts, établir des liens et développer des relations pour établir des coalitions pour faire avancer les choses. Dans le change management particulièrement, il faut toujours être capable de développer des coalitions en faveur de la vision ou du changement qui est envisagé. Et le relationnel aide beaucoup à ça. Il y a des choses à ne pas confondre. Par exemple, dans une étude menée aux États-Unis, il a été demandé aux managers qu'est-ce qui vous gêne pour atteindre vos objectifs en milieu de travail? La réponse largement majoritaire, les interruptions par les subordonnés. Alors, si on est dans notre pratique de leadership, on trouve que c'est dérangeant d'être interrompu par ses subordonnés et collègues. Où est le leadership? Où est la pratique du leadership? Où est le relationnel? C'est à travers ça qu'on développe le leadership des autres. C'est à travers ça qu'on mobilise les gens et qu'on leur donne du sens et ainsi de suite. Au contraire, si on est trop interrompu, on doit considérer que c'est un mauvais indicateur concernant notre leadership. Ça veut dire qu'on a délégué, on n'a pas assez développé les gens,
leurs compétences, pour leur déléguer efficacement certaines missions, certaines tâches. Ils sont obligés de remonter toujours vers nous, où on ne leur a pas permis de développer une espèce d'indépendance qui peut évoluer vers l'interdépendance, qui leur permet de prendre des décisions autonomes, de manière indépendante, dans le cadre des responsabilités qu'on leur a de l'autorité qu'on leur a déléguée. Et les organisations veulent de plus en plus ça, sont plates, il y a de la collaboration horizontale, et il faut que les gens développent leur leadership en prenant les décisions qu'ils peuvent prendre eux-mêmes. Alors, ça veut dire que les gens n'ont pas compris leur rôle et la prépondérance du relationnel dans le rôle de leader. L'instrumentalisation du relationnel, faire du réseautage une commodité du relationnel. Non, c'est quand on va dans un événement qui est conçu pour qu'on fasse du networking, ça se fait de moins en moins. Et les gens viennent avec un paquet de cartes d'affaires, ils ont ciblé qui ils doivent voir, avec qui ils doivent échanger les cartes, et ainsi de suite. Tout ça, c'est pour atteindre un résultat à court terme, demander un service ou pouvoir voir si on peut vendre quelque chose à quelqu'un. Ça peut avoir des effets à très court terme seulement, mais ça ne développe pas, ce n'est pas durable, ce n'est pas sustainable et ce n'est pas efficace. Il y a un proverbe marocain qui dit « Si tu ne veux pas souffrir de soif l'été, fais-toi ami du porteur d'eau en hiver. » Ce n'est pas l'été que tu vas te faire ami avec le porteur, il le sait. Mais si tu te fais ami avec lui en hiver, là où on n'a pas besoin de porteur d'eau, où il n'y avait pas un besoin spécifique, une demande spécifique, l'été, il va vous choyer, il va vous abreuver. En priorité, bien sûr. Et il faut se doter, la troisième compétence, il faut être capable de se doter d'une vision. C'est une capacité qui permet de définir l'intention organisationnelle, the organizational intention. La vision articule l'orientation future et l'aspiration à long terme de l'organisation. C'est comment on se voit dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, dépendamment du secteur où on travaille. À quoi on veut ressembler dans le futur, dans un futur qu'on détermine, dans un horizon qu'on délimite. C'est fondamental, ça crée le sens. Une fois que les gens savent à quoi on veut ressembler et que c'est dans l'énoncé d'une vision adoptée, analysée, testée, ça leur donne un sens à tout ce qu'ils peuvent faire et ce qu'ils ne peuvent pas faire et de comment faire les choses. Ça devient des militants mobilisés, engagés pour la réalisation des objectifs ultimes de l'organisation. Ça sous-tend la motivation de l'ensemble. Les gens se réveillent, ils ont une cause pour laquelle ils vont au travail, il y a un sens vers lequel ils contribuent, ils collaborent. Ça aide à comprendre que l'existence projetée de notre organisation va changer. Pour l'organisation, va changer ce qui va nous impacter directement et à quoi va ressembler ce changement, que ce soit au niveau des individus, au niveau de l'organisation elle-même et de notre futur à tous. Cette compétence inclut aussi la capacité, il faut avoir des visions, mais il faut aussi être capable de convaincre de la nécessité du changement, parce que ça amène nécessairement un changement, un caractère stratégique. C'est quoi le burning platform? C'est-à-dire le case qui permet de dire on n'a pas d'alternative que de changer. On n'a pas le choix que de changer. Il faudra pouvoir développer ça et convaincre les gens de la nécessité du changement. Développer des alliances, le relationnel, développer des alliances au sein de l'organisation pour supporter le changement qui est sous-tendu par la vision et mobiliser l'ensemble des ressources, par la communication éventuellement, expliquer les changements de style de management et de façon de faire que ça va nécessiter ou que ça va exiger. Et assigner spécifiquement les rôles et les responsabilités à chacun par rapport pour mener l'exécution ou pour préparer l'exécution
de cette stratégie qui supporte cette vision et donner du sens à ceux qui vont exécuter. Encore une fois, to make sense, c'est tous ces éléments-là, toutes ces compétences accompagnent la compétence de la capacité de se doter d'une vision. Il ne s'agit pas de slogan. Dans beaucoup d'organisations, ça a été galvaudé. On donne un slogan et on dit que c'est notre vision. Ce n'est pas une vision, c'est pas un slogan, puisque une vision, c'est quelque chose de smart, positionné dans le temps, quantifié, qu'on est capable de faire, qu'on a testé d'un point de vue du visionnaire lui-même, est-ce qu'il est capable de conduire ça, de supporter ça, des managers qui vont aider à réaliser ça, et du marché, est-ce que ça fait du sens par rapport au marché dans lequel on veut avoir du succès. Se réinventer, to invent, en anglais, se réinventer, c'est la capacité de faire des choses qui n'ont jamais été faites auparavant. Il pourrait s'agir de grandes transformations, ou disruptions. Exemple, la création de lignes de montage de voitures par Henry Ford, la création de gammes de produits complètement nouveaux. C'était des voies qui n'existaient pas. Les produits Apple de Steve Jobs, iPod, iPad, iPhone. Le streaming, Netflix versus Blockbuster. Blockbuster, c'était un leader dans l'allocation des vidéos. Il avait des installations, des magasins un peu partout dans le monde, et ainsi de suite. Et Netflix a profité de la technologie du streaming et ce que Blockbuster n'a pas vu, il n'a pas fait du sens de la situation et il a fait faillite à cause de ne pas avoir vu, ne pas avoir fait du sens. General Electric qui a créé Self-Disruption, il a créé une division et il leur a dit, bon, allez-y, tout azimut dans la digitalisation. Il les a mis à part pour ne pas être influencés par la culture de la structure existante et ils ont tout transformé en objets connectés, leurs turbines, leurs moteurs, tous les appareils que fait GE. Ça a permis à la fois d'aider le client grâce à des capteurs et des logiciels, des applications qui sont dans les produits, à collecter de l'information utile pour le client lui-même, pour la maintenance éventuellement, pour sa gestion de ses équipements, pour sa performance, et en même temps, ça donnait de l'information en retour à GE pour améliorer le produit et supporter encore mieux le client pour qu'il satisfasse ses propres clients. Comme il peut s'agir aussi d'atteindre des objectifs qui existent mais qui n'ont jamais été réalisés, c'est le cas par exemple de Philips qui a dont les revenus ont périclité alors qu'il était leader en termes d'innovation pour l'électroménager, éventuellement l'électronique, et il est passé par des années de disette et à chaque fois il a produit, nommé un nouveau CEO pour produire un plan de redressement, c'est-à-dire de transformation. Et 3 fois, ça n'a pas marché. À la 3e étape, ce nouveau CEO a vu que toutes les stratégies qui ont été développées de transformation étaient bonnes, mais qu'est-ce qui n'allait pas? Bon, on n'a pas mobilisé les gens. On n'a pas fait du change management stratégique. On n'a pas préparé les gens à ça. On n'a pas inclus les gens dans ça. On n'a pas fait que cette transformation soit l'affaire de tout le monde dans l'organisation. Et il a amélioré son exécution et Philips s'est rétabli. On peut essayer aussi de nouvelles façons de faire les choses, comme par exemple dans le secteur minier, certaines entreprises n'achètent plus du matériel lourd d'extraction et des draglines d'extraction de minerais et des gros camions pour transporter le minerai vers les zones de traitement. Non, ils achètent une capacité de traitement. Mais des entreprises fournissent ça, fournissent des engins complètement connectés, avec des senseurs partout pour le temps, pour le poids, pour la nature même de ce qui est transporté, et ainsi de suite, et fournissent la capacité. Et les mineurs achètent la capacité sans avoir l'équipement lui-même, ce qui donne une agilité extraordinaire dans la conduite de leurs affaires. Il y a un exemple de sportif.
Dans le saut en hauteur, on faisait du saut, technique du ciseau. Puis on atteint des niveaux, on a bien entraîné les gens, on a amélioré progressivement, puis on est arrivé à un seuil où on a beau recruter les meilleurs sauteurs et former les meilleurs potentiels, c'était très difficile d'améliorer tant qu'on faisait du ciseau. Puis quelqu'un est venu avec la technique du ventral, et là ça a ouvert de nouvelles perspectives, jusqu'au moment où encore le même phénomène pouvait avoir les meilleurs athlètes formés avec les meilleures techniques, on ne pouvait pas aller plus loin que ce qu'on faisait. Et alors, les rebelotes à chaque génération. Puis, quelqu'un, Fosbury, a développé la technique du dos, du dorsal, hein, où on tourne le dos à la barre. Et là, ça a ouvert de nouvelles perspectives. Et c'est la même chose dans les organisations. Si on continue à faire les mêmes choses avec les mêmes moyens, on va donner les mêmes résultats et les mêmes limites à moyen si on ne se remet pas en cause, si on ne se réinvente pas. Se réinventer, quand on a une vision partagée, une vision bien communiquée, une vision testée et supportée, traduite dans une bonne stratégie, ça permet tout de suite de voir dans les priorités, quelles sont les priorités par rapport à du point de vue de cette vision. Et ça a un effet d'entraînement, les gens innovent, inventent, et même si les visionnaires eux-mêmes ne savent pas comment exécuter leur vision, la stratégie pour réaliser leur vision, le fait que ça existe, hein, et qu'il y ait des moyens, des routines et des compétences qu'on a développées et un état d'esprit aussi pour tester, ajuster, et avec une ouverture sur l'expérimentation et ainsi de suite, les gens eux-mêmes trouveront les moyens d'exécuter votre stratégie. C'est-à-dire qu'il n'est pas nécessaire que vous disiez comment il faut le faire. Dites juste quelle est la direction et développer du sens par rapport à ça. Toutes ces 4 compétences qui sont fondamentales ont besoin d'analyse dans leur application. Et ces analyses, pour que ces compétences soient efficaces, doivent être faites selon 3 perspectives. Il faut toujours tenir compte de ces perspectives pour que les résultats soient pertinents et que leur pratique soit efficace. La première perspective, je vais aller très vite là, perspective stratégique, hein, il faut se poser des questions sur notre structure organisationnelle. Est-ce qu'elle supporte la stratégie ou la vision vers laquelle on veut aller? Est-ce qu'on a bien défini les scopes fonctionnels qui supportent, qui caractérisent cette structure? Les entités de liaison transversale, est-ce qu'on a des entités et des routines qui permettent d'avoir une collaboration verticale, une collaboration et une intégration horizontale entre les divisions fonctionnelles et les divisions opérationnelles? Est-ce qu'il y a des éléments de régulation pour l'échange d'informations, pour faciliter certaines décisions et ainsi de suite? Est-ce que notre organisation est alignée ou doit subir un réalignement sur la stratégie? Est-ce que nos objectifs sont mesurables? Est-ce qu'on a les outils pour ça, pour s'assurer le fit qu'on peut livrer, la valeur qui est déterminée? Dans notre réflexion, il faut tenir compte de cette perspective stratégique. Et d'un autre côté, bon, les organisations sont des systèmes sociaux intentionnels. La perspective politique est très, très importante. J'ai parlé des réseaux tout à l'heure. On se situe le pouvoir et les conflits d'intérêts qui peuvent émerger et qui peuvent exister, que ce soit au niveau de la façade, c'est-à-dire le formel, ou derrière, dans les réseaux informels. Comment utiliser ces réseaux formels et informels combinés pour dépasser les résistances et dépasser les conflits, et comment négocier ces conflits. Et ça nécessite une analyse des réseaux, de manière formelle ou informelle, mais il faut les comprendre et savoir qu'ils existent et les surveiller afin de les utiliser et non pas de les éradiquer. Il faut en utiliser la dynamique. Et puis la perspective culturelle, la culture, c'est ce qui fait notre identité, les habitudes comportementales au sein de chaque organisation sont parfois
typiques à cette organisation, ils font partie de sa culture, les schémas mentaux, comment on réagit dans telle situation ou telle autre, les valeurs qui sont décidées par l'organisation et qui sont respectées, les hypothèses et les suppositions habituelles, il y a un historique, on a résolu certains problèmes de telle manière, on a fait face à telle situation historiquement de telle manière, on a délégué la responsabilité à X pour faire ceci. Et souvent, on se réfère inconsciemment à ces expériences passées pour faire face aux nouvelles situations. Il faut que cette culture change. Si on ne s'attaque pas aux aspects culturels, aucun changement ne peut être efficace. Il faut absolument, d'autant plus que tout le reste peut être fait rapidement, éventuellement, acquérir une nouvelle technologie, changer des processus, rendre connectés nos produits et ainsi de suite. Mais la culture, ça demande du temps. Et il faut progresser dans la transformation en tenant compte de la culture et des changements culturels qui sont nécessaires et qui vont prendre du temps. Alors, merci et je suis navré pour la coupure d'électricité qui nous a, disons, coupé l'élan à un moment donné, mais ce n'est pas grave. Alors, je suis à votre disposition pour éventuellement avoir des questions. Merci beaucoup, Saladin, et en effet, toutes nos excuses pour cette situation qui est en dehors de notre contrôle. Alors, beaucoup à réfléchir sur ce que tu nous as partagé ce matin. Se réinventer, entre autres, moi je retiens parce que je pense que c'est un moment assez exceptionnel qu'on est en train de vivre et qu'on a vécu dans les dernières semaines. Puis peut-être ça peut être le bon temps de prendre du recul, puis de voir, de réfléchir à nos pratiques. Parfois, on se fait prendre par le train-train quotidien et puis là, on a l'occasion de faire le point un petit peu et de prendre des mesures pour plutôt se réaligner et anticiper. C'est un autre point que je retiens là en termes de gestion organisationnelle, puis de gestion de projet tout simplement. On a tendance toujours à être réactif plutôt qu'être proactif, puis c'est un autre point que je retiens de ta présentation très intéressante. On va prendre quelques questions parce que le temps file. Il y a plusieurs questions très intéressantes, notamment il y en a une de M. Mamadou Alpha Silla qui te demande, lorsqu'on gère une organisation qui est internationale ou régionale, est-ce que le facteur socio-environnemental peut influencer le changement stratégique? Concrètement, une organisation internationale doit-elle s'adapter au changement stratégique à chacune de ses filiales qui a sa propre culture, sous-culture, et comment on devrait le faire? Il y a des exemples pour ça qui ont donné des échecs parce qu'on croyait que on peut, par exemple, réussir une action de transformation quelque part ou de changement quelque part dans la même organisation et refaire la même chose dans une autre région pour la même organisation et réussir. Il y a eu aux États-Unis, notamment dans le secteur minier, plusieurs divisions d'exploitation. On a pris une dame qu'on a recrutée qui a toutes les compétences qu'il faut et elle s'est organisée pour conduire une transformation des affaires. Et ça a pris quelques mois pour se faire accepter par les ressources qui sont là et que les opérationnels qui sont là. Puis développer son équipe et puis faire participer tout le monde, hein, et mobiliser. Puis ils ont commencé à travailler jusqu'au point où effectivement ils ont eu beaucoup de succès dans la transformation. C'était une équipe plutôt que des groupes avec des conflits d'intérêts et ainsi de suite, hein. Puis pour une autre mine de la même organisation, mais dans une autre région avec d'autres personnes, on a pris la même personne avec 2 ou 3 collaborateurs qui ont collaboré au succès de la première transformation et on les a amenés ailleurs, hein, pour refaire le même schéma. Eh ben, pour des raisons de culture et de sous-culture, ça n'a pas pu décoller. Il faut s'adapter. Dans la gestion du changement, ce que je dis souvent, on pose la question, est-ce que vous avez eu l'expérience de tel type de changement?
Quelle que soit l'expérience qu'on a eue, chaque changement est un nouveau challenge en soi. Tout ce qu'on a, c'est un cadre de réflexion qui nous permet de naviguer, mais il n'y a pas un changement qui ressemble à un autre changement du fait de ces phénomènes culturels, ces réseaux dont j'ai parlé, ces interactions de pouvoir formelles et informelles, les conflits d'intérêts qui peuvent exister, des choix de mauvaises personnes. Parfois, on choisit la personne qui est la mieux connectée parce qu'elle est la plus compétente dans un domaine donné. C'est un nœud de relation. Puis, on se rend compte que cette personne est la plus haïe en analysant un autre réseau, le réseau social, parce qu'elle est exécrable et tout, et on ne la supporte que parce qu'elle a effectivement la connaissance qu'il faut. Donc, si je te comprends bien, on a tendance souvent à chercher, comme dans plusieurs choses, la solution, la personne ultime, mais en fait, ça revient au leadership situationnel où ça dépend énormément du contexte de la situation, tant culturelle que économique, politique. Il n'y a pas, et là, je réfère à la question qui a été demandée par M. Henri Pascal, c'est quoi les caractéristiques? Je pense qu'il y en a certaines qu'on peut tirer comme ligne directrice, puis je te laisse y répondre sur ça. Puis à la question qui revient souvent lorsqu'on parle du leader, est-ce que c'est un art, une science ou est-ce que c'est inné? C'est une combinaison. C'est une combinaison de tout ça. C'est comme, quand on dit par exemple sur le plan académique, la psychologie c'est une science, alors qu'elle traite de l'humain. On dit que c'est une science parce qu'elle utilise des outils scientifiques et des approches scientifiques pour approcher les phénomènes humains. À cause de ça, de ces outils, de démarches d'expérimentation et ainsi de suite, on lui a donné le statut de science. C'est la même chose au niveau du changement. On a des cadres de référence, des outils, des frameworks qui sont testés, des collectes d'informations sur d'expériences passées ailleurs, et puis on agit avec ça. Et là, c'est l'expérience individuelle du leader qui conduit sa pratique de leadership, sa conscience du fait que son relationnel, par exemple, cette chimie qu'il peut mettre en place, est-ce qu'il met son ego en avant ou l'ego des autres est plus important? Et souvent, c'est comme ça, c'est un art. Comme consultant, tu le sais très bien, quand on va consulter en consultation dans une organisation, dans les 2 premières semaines, par exemple, tout ce que les gens font, particulièrement dans les pays émergents, c'est de nous démontrer qu'ils savent tout et qu'on ne sait pas grand-chose, éventuellement. Et à partir de là, si on pique la mouche, non, notre ego, je commence à jouer, on n'ira pas loin dans le relationnel et le fait de rassurer les gens et de leur dire quelle est la valeur que tu vas amener en te joignant à eux. Et ça, c'est de l'art, c'est de l'humain. Mais derrière ça, tu as une connaissance technique quasi académique de certains phénomènes, certaines choses qui te permettent de naviguer avec ça. Bref, il y a certaines caractéristiques communes à plusieurs leaders, mais il n'y a pas une recette qui s'applique à nouveau à toutes les situations, à tous les contextes et autres. Donc, on cherche encore une fois souvent des réponses, on cherche des certitudes, on cherche la solution, la science, mais on est dans le flou qui fait la beauté de l'art qu'est la gestion de l'homme, si on peut dire comme ça. Quand on parle de leadership, il y a plusieurs écoles sur le plan académique qui définissent d'un point de vue social, d'un point de vue sociologique ou politique ou psychologique ou psychosocial. Bon, il y a plusieurs. Moi, personnellement, dans les organisations, je l'ai vécu, je l'ai vu. Pour ce qui est des organisations, je crois dans le leadership situationnel. Il n'est pas continu. Sa caractéristique, c'est de créer des situations de leadership et de développer du leadership chez les autres. Et de manière continue. On n'est jamais leader à vie.
Merci beaucoup, Saladin, d'avoir partagé ces réflexions très intéressantes et nous avoir confirmé que la seule certitude peut-être qui existe, c'est l'incertitude. Alors, ça fut extrêmement intéressant. Merci à vous de nous avoir rejoints aujourd'hui.